On raconte qu'un jour, Zeus, le dieu des dieux, fit venir à lui 2 titans, fils de Japet, qui s'appelaient l'un Prométhée et l'autre Épiméthée, 2 frères donc, avec pour dessein de leur confier une tâche fort importante. Il s'agissait de distribuer aux différents animaux les différentes qualités naturelles. Et Zeus de donner aux 2 frères un grand sac, une sorte de besace, où se trouvaient toutes les qualités naturelles possibles et imaginables, la rapidité, la force, etc., etc. Très vite, le dieu des dieux ajouta à l'endroit des 2 frères qu'il fallait absolument que leur distribution fût équitable. Il ne fallait pas tout donner à l'un et rien à l'autre, tout à l'autre et rien à l'un. Bref, il fallait assurer entre les différents animaux ce que nous autres modernes, nous pourrions appeler une sorte d'égalité des chances. Il faudrait que la Dike vous inspirât, dit Zeus à Prométhée et à Épiméthée. La Dike, en grec, c'est bien sûr la justice, l'équité. Les 2 frères s'en vont. Oh, Zeus aurait bien voulu que ce fût Prométhée qui fit le partage, car Prométhée, étymologiquement, ça veut dire le prévoyant, l'habile. Mais chemin faisant, son frère Épiméthée, dont le nom signifie l'étourdi, plus exactement celui qui ruse après coup, ce qui est un peu bête, quand on ruse, il vaudrait mieux que ce soit avant qu'après. Eh bien, chemin faisant, Épiméthée dit à son frère Prométhée, écoute, pour une fois, laisse-moi faire le partage. J'en ai assez que le grand patron, si j'ose ce crime de lèse divinité, te confie des tâches intéressantes à toi et jamais à moi. Allez, laisse-moi faire le partage. Et j'ai bien compris les injonctions patronales, comme aurait dit Georges Marchais il y a quelques siècles. La Dike doit m'inspirer, il ne faut pas que je donne tout à l'un et rien à l'autre, tout à l'autre et rien à l'un. Allez, laisse-moi faire le partage, et si tu veux, tu viendras en juger quand je l'aurai fini. Prométhée se fait un petit peu tirer l'oreille et finalement accepte que ce soit Épiméthée qui fasse le partage. Dans cette célèbre histoire, connue sous le nom de mythe de Prométhée et d'Épiméthée, ou encore sous le nom de mythe de Protagoras, car Platon nous la raconte dans un dialogue qui s'appelle le Protagoras, dans cette célèbre histoire, donc, assez peu de choses nous sont dites sur ce que fut la lettre du partage. Comment cela s'est-il vraiment passé ? Mais on peut imaginer, inventer et supposer peut-être qu'après avoir donné la force au lion, Épiméthée se rendit compte qu'il n'était point nécessaire de lui donner une rapidité absolument extraordinaire. Donnant la rapidité à la frégate, le plus rapide de tous les oiseaux, Épiméthée se dit qu'elle n'aurait donc pas besoin de carapace. La tortue, qui dans le grand partage des qualités naturelles va recevoir des mains d'Épiméthée et bien la carapace, n'aura donc pas besoin de venin. L'aspic, recevant des mains épiméthéennes le venin, n'aura donc point besoin de cette capacité de changer de couleur qui va au choix au caméléon, lequel, recevant des mains d'Épiméthée la capacité de changer de couleur, n'aura besoin donc ni de venin, ni de carapace, ni de rapidité, ni de force. Vraiment, Épiméthée a bien partagé, vraiment la Dike l'a inspiré. Et c'est bien l'impression qu'a son frère Prométhée quand il rapplique, qui félicite en effet Épiméthée pour avoir respecté les injonctions patronales. Mais c'est alors, nous raconte Platon, que les 2 frères virent arriver devant eux un étrange animal. Celui que Platon nommera dans un autre dialogue un bipède sans plumes, c'est-à-dire un homme. Car en effet, nous ne sommes pas les seuls bipèdes de la création, mais les autres ont des plumes. Et nous, généralement pas, sauf dans des circonstances et à un endroit d'anatomie dont je ne parlerai évidemment pas ici. Bref, l'homme arrive devant les 2 frères et Épiméthée de dire à Prométhée, et Prométhée de dire à Épiméthée, alors, et à lui, que vas-tu donner en matière de qualité naturelle ? Épiméthée ouvre son grand sac et, mon Dieu, ou plutôt mon Zeus, se rend compte qu'il est vide. Épiméthée n'a donc point de qualité naturelle à donner à l'homme. Ce qui fait de l'homme, en ses premiers commencements sur cette terre, le plus fragile, le plus précaire, le plus vulnérable, le plus dépendant, le plus handicapé de tous les vivants.
sous cette étourderie d'Épiméthée, rien d'autre qu'une étourderie de la nature, si l'on ose dire, qui fait en effet l'homme, en ses premiers commencements, le plus fragile, le plus précaire, le plus vulnérable, le plus dépendant, le plus handicapé de tous les vivants. Alors, bien sûr, sous cette étourderie d'Épiméthée, une étourderie de la nature qui tient à quoi? Qui tient à une donnée anthropologique de base, selon nous autres philosophes, à savoir que l'homme est pauvre en instinct. Notre pauvreté en instinct est une donnée anthropologique de base, elle nous singularise dans la création. Non pas que nous soyons sans instinct, si quelques vers lancés par l'un d'entre vous s'approchaient à grande vitesse de mes yeux, et que cela à Dieu ne plaise, sans doute les clignerais-je, sans doute essaierais-je d'éviter le projectile instinctivement. Si je mettais ma main sur une plaque très chaude, sans doute l'en retirerais-je instinctivement sans l'avoir délibéré. Donc nous ne sommes pas sans instinct et les animaux, en tout cas certains animaux, ne sont pas sans intelligence. Cependant, il me paraît que même le plus intelligent des animaux a toujours moins d'intelligence qu'il n'a d'instinct. Alors qu'il me paraît que même le moins intelligent des hommes, le polyhandicapé notamment, a encore moins d'instinct qu'il n'a d'intelligence. Or, oui, cette pauvreté en instinct est une donnée anthropologique de base qui fait en effet nos débuts dans la vie difficiles. Alors que Bambi sait se débrouiller assez vite dans l'existence, quand bien même le lapin Pampan se moquerait de la maladresse princière. Rassurez-vous, si vous êtes inquiets, des références plus nobles viendront dans mon exposé que celles que je vous présente à présent. Eh bien, l'homme est vraiment fragile, précaire, vulnérable, pas à sa place dans le monde. Car au fond, qu'est-ce que c'est que l'instinct? C'est ce que la nature donne à une bête, et c'est ce qui lui permet de trouver, sans avoir besoin de les chercher, les chemins de sa vie. L'instinct, c'est ce que la nature donne à une bête et qui lui permet de trouver, sans avoir besoin de les chercher, les chemins de sa vie. Plus précisément, l'animal trouve très vite sa place dans le monde. La terre lui est hospitalière, accueillante. Et cela vient précisément de cette richesse en instinct qui est, je crois, le lot de tous les animaux, même des animaux les plus intelligents. L'instinct trouve sans chercher, disait Bergson. Et en effet, l'animal trouve sa place dans le nuage d'oiseaux sans avoir besoin de la chercher. Infailliblement, il sait où est sa place. Ce qui fait que les nuages d'oiseaux peuvent à un certain moment se séparer en deux, se croiser, sans qu'aucun heurt ne fasse se rencontrer un oiseau à l'autre. On serait chez les hommes qu'à un certain moment, il y aurait des tas de problèmes. Casse-toi, c'est ma place, c'est mon territoire, pousse-toi. L'instinct, voilà, c'est cette richesse en instinct de l'animal qui, précisément, fait qu'il trouve, sans avoir besoin de les chercher, les chemins de sa vie, qui lui permet de trouver, sans avoir besoin de le chercher, sa place dans le monde, son territoire, si vous voulez. Alors le territoire n'est pas toujours territorial, le territoire n'est pas toujours un terrier, il est parfois un nuage, il est parfois mouvant, il est parfois une horde. Certains animaux seront considérés comme nomades, faut-il en déduire qu'ils n'ont pas de territoire? Non, leur territoire est précisément la horde. Mais nous autres hommes, nous sommes perdus dans la création. Précisément, notre pauvreté en instinct fait que d'abord, nous cherchons, sans les trouver, les chemins de notre vie. Que d'abord, nous cherchons, sans la trouver, notre place dans le monde. Nos vies commencent par un moment d'angoisse, par un moment de désorientation, par un moment panique. Alors nos vies commencent par un moment d'angoisse. Pourquoi? Eh bien parce que même si notre mère n'a pas souffert d'angustie pelvienne au moment de notre naissance, même si le col de l'utérus était ouvert comme les sages-femmes voudraient qu'il le soit, eh bien quand même, nous passons par un moment de resserrement. Angoisse vient du latin angustia, qui veut dire le resserrement, le rabougrissement, qui vient lui-même du verbe latin angere, qui veut dire serrer, resserrer. Angoisse et angine ont même origine étymologique. Et l'angoisse, c'est bien l'impression d'un resserrement, d'une oppression, alors que la joie, c'est bien le sentiment d'une dilatation et d'une ouverture. Voilà pourquoi, évidemment, Baudelaire est le grand poète de l'angoisse,
quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Et voilà pourquoi La Fontaine est évidemment le grand poète de la joie. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. L'angoisse, c'est le resserrement, la fermeture. La joie, c'est la dilatation et l'ouverture. Alors je sais bien pourquoi le corbac ouvre un large bec. C'est parce que le renard est désireux du calendos et donc il l'invite à chanter. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Mais même s'il n'y avait point eu de camembert, même s'il n'y avait point eu de désir du renard pour le camembert en question, quand un flatteur habile vous dit des choses qui vous rendent joyeux, eh bien vous ouvrez un large bec. La preuve en est, c'est que si vous n'avez pas l'habitude, alors si vous en avez l'habitude, vous êtes las, mais si vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise ce que peut-être on vous a dit hier devant la machine à café, tiens, bonjour, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé quelque chose? Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Mais je ne sais pas, je te trouve un charme aujourd'hui. Allez, sans mentir. Si votre ramage, sans mentir, je te trouve un charme aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir un large bec. Et la jouissance amoureuse, qui est un exemple de joie, c'est aussi l'ouverture. Or, nos vies commencent par un moment d'angoisse, parce que même si le col de l'utérus est bien ouvert, eh bien, c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a pas besoin de sage guenon pour aider la guenon à mettre bas son singe. Il y a besoin d'une sage-femme pour aider la femme à mettre au monde son bébé, précisément parce que la bipédie a permis l'intelligence. Les préhistoriens nous disent que le déblocage des vertèbres ici eh bien, a été important dans la genèse des deux hémisphères cérébraux de ces deux hémisphères cérébraux dont nous devons être très fiers. La bipédie a permis l'intelligence, mais elle s'est payée d'un prix, le resserrement des cuisses, le resserrement du col de l'utérus, et voilà pourquoi le bébé souffre quand il vient au monde, voilà pourquoi la maman souffre quand elle met au monde, et donc voilà pourquoi il y a besoin d'une sage-femme pour aider la femme à mettre au monde son bébé, et ça se passe avec du resserrement, de l'angoisse. Ceci dit, vive la péridurale, évidemment. Mais après qu'il est venu au monde, eh bien, l'enfant, de nouveau, expérimente le fait qu'il n'est pas vraiment à sa place dans le monde, que ce monde lui est un peu inhospitalier. Car notre vie commence par un moment d'angoisse. Il y a ce cri de protestation. Pourquoi m'avez-vous arraché à ce lieu tranquille, à cette vie intra-utérine où tout était chaud, mou, comme disait Salvador Dali, où il n'y avait personne pour me dire « tu n'as pas ta place, je ne t'aime plus, tu n'es pas belle, tu as raté ton examen, etc., tu vas mourir, etc. etc. » Et donc on arrive au monde et on proteste, on crie, et alors en effet, on est d'abord angoissé. Le sentiment d'angoisse, deux auteurs aussi différents que Freud et Heidegger l'ont décrit du même mot. Le sentiment d'angoisse, c'est le sentiment de l'Unheimlichkeit. Unheimlichkeit. Les germanistes ont compris de quoi il s'agit, les autres vont l'apprendre. Dans Unheimlichkeit, il y a un un qui est l'équivalent du in latin, c'est-à-dire qui n'est pas. Et puis il y a heimlich, qui veut dire familier, hospitalier. Ça vient de Heimat en allemand, et Heimat en allemand, c'est la mère patrie. C'est mon séjour, c'est mon foyer. Quand je suis exilé, je suis, d'après les Allemands, heimatlos. J'ai perdu mon foyer, j'ai perdu ma mère patrie. Mère patrie, c'est intéressant pour les psychanalystes parce que la mère et le père jouent un rôle à peu près égal dans cette histoire. Eh bien, le sentiment d'angoisse, c'est le sentiment d'Unheimlichkeit, c'est-à-dire le sentiment d'inhospitalité. On a traduit par inquiétante étrangeté, mais on devrait traduire d'abord par inquiétante étrangeté. Eh bien oui, nous arrivons dans un monde qui ne nous est pas vraiment accueillant. Tout se passe comme si la nature avait donné un territoire à la bête qui y arrive. Tout se passe comme si l'homme n'avait pas de territoire qui lui soit assigné, qui lui soit préparé. Et ce monde, en effet, ne nous est pas hospitalier. Nous avons d'abord le sentiment d'une angoisse, et nous crions et nous protestons. Alors heureusement, qu'assez vite on va nous mettre sur le ventre de notre maman, qu'assez vite nous allons pouvoir nous nicher entre ces deux mamelles pourvoyeuses que l'on nomme parfois un peu vulgairement d'un mot qui évoque un peu la niche, n'est-ce pas? Et heureusement que pendant quelques mois, l'enfant va faire un avec sa mère, ça y est, il a trouvé son territoire.
Mais vous savez qu'à un certain moment, eh bien, il faut séparer l'enfant de sa mère et il faut à un certain moment que, de nouveau, l'enfant fasse le sentiment, fasse l'épreuve de l'inquiétante étrangeté, l'épreuve de l'Unheimlichkeit, l'épreuve de l'angoisse. Il est dans son berceau, il appelle sa mère, elle ne vient pas. Et là, il est séparé, heimatlos, exilé, et il voit des ombres étranges. Ce monde n'est pas véritablement le sien. Alors, la vie, en effet, est difficile à l'homme, et nous n'avons pas reçu, si vous voulez, de la nature, cet instinct qui nous permettrait d'y trouver facilement, sans avoir besoin de le chercher, notre place, notre territoire. Et le premier enseignement du mythe de Prométhée et d'Épiméthée est en effet que l'homme est le plus précaire, le plus fragile, le plus vulnérable de tous les vivants. J'ajoute un autre adjectif, l'homme c'est l'animal désorienté, c'est l'animal inquiet. Désorienté, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de la nature cet instinct qui l'orienterait dans le monde, qui lui dirait où il doit aller, quelle est sa place, ce qu'il y a à faire. L'homme c'est l'animal inquiet au sens où c'est l'animal qui n'est pas en repos. Si je dis l'homme c'est l'animal inquiet et non pas l'homme c'est un animal inquiet, vous allez me faire un reproche en me disant mais les animaux aussi, de temps en temps, sont inquiets. Nous avons tous des images de l'inquiétude animale, n'est-ce pas ? Le chien à l'arrêt, l'oiseau qui sent qu'il va y avoir un tremblement de terre bien avant nous, l'écureuil qui passe sa tête d'un côté de l'arbre, il est sur le qui-vive, y a-t-il âme qui vive, semble-t-il demander. Nous avons tous des images de l'inquiétude animale. Oui, mais je dirais que l'inquiétude chez les animaux, elle n'est jamais que superficielle, contingente, accidentelle, périphérique, pelliculaire. Et qu'il y a au fond de l'animal quelque chose comme une quiétude, c'est-à-dire une sérénité, un repos, ce que j'appelle une peinardité animale. J'essaie de lancer ce concept sur le marché des concepts philosophiques, sans grand succès pour l'instant, mais qui sait. Une peinardité qui fait qu'au fond de l'animal, il y a quiétude, c'est-à-dire repos. La quiétude, c'est le repos. Les boules quies sont des boules qui ont pour but de permettre le repos. Alors que l'homme, lui, il est inquiet en ses profondeurs même, vous voyez, et donc son inquiétude est profonde et non superficielle ou pelliculaire, elle est nucléaire et non périphérique, elle est essentielle et non accidentelle, elle est nécessaire et non contingente. L'homme, c'est en effet l'animal inquiet, l'animal désorienté, et donc nous ne sommes pas vraiment faits pour ce monde. Un exemple, voilà-t-il pas qu'il fait froid, et regardez cet animal eh bien, migrer instinctivement vers des régions où il fait plus chaud. Et il s'agit bien d'une migration instinctive, parce qu'il ne peut pas ne pas migrer. La migration des animaux, pour échapper au froid, n'est pas le résultat d'une délibération dont les prémices seraient qu'ici on se les gèle et qu'on a vu à la météo qu'il faisait chaud au Maroc et que donc il serait peut-être intéressant de voyager en groupe pour y aller. Non, l'animal n'a même pas le temps de se demander que faire, qu'il est déjà parti. Les animaux s'orientent beaucoup mieux que nous. Oui, mais c'est pourquoi ils n'inventent pas le panneau indicateur, le sextant, la boussole, etc., etc. Il fait froid. Et regardez ce deuxième animal, eh bien, hiberner, c'est-à-dire descendre dans les profondeurs de la terre. Ses battements cardiaques se ralentissent de manière considérable, la température de son sang descend, il bouge à peine pour ne pas gâcher l'énergie qu'il avait emmagasinée. Il hiberne jusqu'à ce que le printemps vienne caresser la surface de la terre de son aile. À ce moment-là, les battements cardiaques se réaccélèrent, la température du sang remonte, et voilà, il a hiberné. Il fait froid, et regardez ce troisième animal se fabriquer un admirable plumage. Il fait froid, et regardez ce quatrième animal se fabriquer un admirable pelage. Mais nous autres hommes, nul instinct ne nous fait migrer, et même si de belles vieilles dames du 16e arrondissement passent l'hiver à Nice ou à Cannes, leur migration n'est pas du même type que la migration des oiseaux, car les oiseaux ne peuvent pas ne pas aller au Maroc, alors que la vieille dame du 16e aurait pu ne pas aller à Cannes et aurait pu ne pas aller à Nice. Il fait froid, nul instinct ne nous fait hiberner, nos battements cardiaques ne se ralentissent pas. Et nous ne sommes pas plus poilus en hiver qu'en été. À moins que les modes épilatoires fassent que la chose puisse arriver à certains êtres humains, à certains d'entre nous, peut-être à certaines.
la nature ne nous protège pas du froid. Et donc l'homme, c'est l'animal désorienté, l'homme inquiet, l'homme précaire, l'homme fragile, l'homme qui au fond n'a pas vraiment sa place sur cette terre. Alors vous savez que pour ne pas laisser l'homme dans cette situation catastrophique, eh bien Prométhée va essayer de remédier à l'étourderie de son frère. Et remédier à l'étourderie de son frère, ça veut dire pour Prométhée monter sur l'Olympe avec pour intention de dérober aux dieux trois qualités qu'on va dire en un sens surnaturelles, puisqu'elles ne se trouvaient pas dans la besace épiméthéenne où se trouvaient toutes les qualités naturelles. Il veut voler aux dieux le feu, l'intelligence technique et l'art politique. Sans trop de difficultés, Prométhée arrive à dérober à Héphaïstos, le dieu forgeron, le feu qu'il possède. Donner le feu à l'homme, c'est lui donner quelque chose d'extraordinaire. La domestication du feu, eh bien, c'est d'après les préhistoriens qui ont découvert la chose bien après Platon, quelque chose d'essentiel dans cette manière que l'homme a eu finalement de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Vous voyez, de prendre possession de ce territoire qui d'abord n'était pas vraiment fait pour lui. Le feu, c'est déjà très important, mais le feu tout seul, c'est pas extraordinaire. Si vous donnez le feu à une huître, c'est pas ça qui va en faire la reine de l'univers, le seigneur de l'être, comme disait Heidegger. Quoique d'après mon maître Jean-Pierre Coff, les huîtres chaudes soient un plat qui n'est pas sans intérêt, avec un petit peu de vin blanc et un tout petit peu de citron, pas trop, sinon ça va tuer le goût. Donc, le feu, c'est pas mal, mais il faudrait aussi dérober à un dieu, plus précisément une déesse, une deuxième qualité naturelle qui va permettre à l'homme de trouver place sur cette terre, c'est l'intelligence technique. Et là encore, sans trop de difficultés, Prométhée arrive à dérober à Athéna, qui la possède, l'intelligence technique. Très exactement, l'intelligence dans les besoins de la vie, si on traduit Platon avec un peu de rigueur. Le feu plus l'intelligence technique, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Prométhée veut dérober aux dieux une troisième qualité surnaturelle pour la donner aux hommes, c'est l'art politique. Et l'art politique, d'après les Grecs, d'après Platon, comme d'après Aristote d'ailleurs, c'est l'art qui permet d'assurer dans la cité des hommes la justice et la paix. Telles sont les fins, tels sont les buts de l'art politique, assurer la justice et la paix dans la cité des hommes. Je décris là la politique telle qu'elle devrait être, et non pas forcément la politique telle qu'elle est. Malheureusement, quel est le dieu qui possède l'art politique ? Zeus lui-même. Zeus lui-même dont les appartements sont tellement bien gardés que jamais Prométhée n'arrivera à lui dérober l'art politique. Ce qui fait qu'en matière d'art politique, ce qui fait qu'en matière de justice et de paix, eh bien nous sommes condamnés pour les siècles des siècles à n'être jamais que des bricoleurs. Nous n'arriverons jamais à créer une société parfaitement juste, parfaitement paisible. L'injustice et le conflit dureront autant que dureront les hommes. Nous n'arriverons jamais à créer une société où, au fond, chaque homme trouve sa place, pour toujours une place qui lui permettrait d'y bien respirer, n'est-ce pas ? Et voilà pourquoi, n'en déplaise aux 12 utopistes, oui, eh bien, nous n'arriverons jamais à organiser le territoire de manière à ce que tous les hommes y trouvent véritablement leur place. Je ne me suis pas concerté avec mon collègue précédent, mais moi aussi je vais vous parler un petit peu de l'utopie et un petit peu d'Hippodamos. Ce qui fait qu'au fond, Prométhée redescend de l'Olympe, n'ayant réalisé que la moitié, que les 2/3 de son projet. Il donne à l'homme le feu et l'intelligence technique, mais non point l'art politique. Alors, les deux enseignements de ce mythe qui, comme tout mythe, eh bien, en supporte de multiples, me paraissent être les suivants. Premièrement, avoir du mal à trouver sa place dans le monde, c'est pas un signe d'inhumanité, c'est pas un dysfonctionnement, c'est au contraire un signe d'humanité. C'est le signe qu'on a affaire à un être véritablement humain. Voilà pourquoi, en un sens, les sans domicile fixe, les errants, les perdus, les dérangés, les égarés, les fous qu'on n'arrive pas à ranger et qui donc nous dérangent, et eh bien, nous rappellent quelque chose de notre humanité foncière. Deuxième enseignement du mythe, eh bien, la technique ne peut pas tenir lieu d'art politique.
1 et 2, c'est-à-dire le feu et l'intelligence technique, au fond, ça, c'est la technique. Eh bien, la technique ne peut pas tenir lieu d'art politique, n'en déplaise aux technocrates, c'est-à-dire les gens qui veulent donner le kratos, c'est-à-dire le pouvoir, à la techné, c'est-à-dire à la technique. Et le technocrate croit précisément que des techniques d'organisation, des techniques de management du territoire, enfin, pourraient permettre de mettre fin au malheur humain, mettre fin à l'égarement humain. Non, non. 1 et 2 ne peuvent tenir lieu de 3, et la technique est absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Alors, justement, il y a chez certains technocrates quelque chose comme une vision un peu utopique du monde, qui les conduirait au fond à penser qu'une bonne organisation, une bonne gestion du territoire est possible, de manière à ce que chaque homme y trouve sa place. Or, moi, je dirais que les utopistes sont des gens très nécessaires. Nous en avons besoin. Mais en même temps, des gens un peu inquiétants dès lors qu'on leur donne le pouvoir. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce qui est bien chez les utopistes, si vous voulez, c'est qu'ils ne se contentent pas de ce monde. C'est qu'ils ne se résolvent pas à tant d'injustices et à tant de conflits. Ce que j'aime chez les utopistes, c'est qu'ils ne s'accommodent pas de voir qu'il y a tant d'hommes perdus, égarés, dérangés, ne trouvant pas leur place dans le monde. Mais ce qui m'inquiète chez les utopistes, c'est que quand on leur donne le pouvoir, ils finissent très généralement par sacrifier la liberté humaine sur l'autel de l'harmonie. Il n'est point d'exemple d'application du désir utopique qui n'ait confirmé cette idée, si vous voulez, à savoir que l'utopiste, c'est quelqu'un qui finalement sacrifie la singularité humaine sur l'autel du bonheur, la liberté humaine sur l'autel de l'harmonie. Et j'en veux pour preuve précisément l'organisation des villes utopiques, dont la première, nous ne nous sommes pas concertés mais c'est magnifique, dont la première me paraît être dans notre monde occidental précisément la ville de Milet telle qu'elle a été reconstruite par Hippodamos. Hippodamos, c'est en un sens le premier utopiste de l'histoire de l'Occident. Alors vous vous souvenez que il y a un conflit entre les Grecs et les Perses, et vous vous souvenez qu'en 494, Darius, le roi des Perses, l'emporte définitivement sur les Grecs de Millet, et que du coup, il détruit complètement la ville de Millet. Cette ville qui était décrite par le poète comme la cité des fleurs et de l'aurore. Cette ville si belle, cette ville si étrange, eh bien, a été entièrement détruite par Darius. Et c'est alors qu'on demande à Hippodamos de Millet, qui est à la fois un philosophe, un architecte, un utopiste, c'est alors qu'on demande à Hippodamos de Millet de reconstruire la ville. Et c'est alors qu'il décide de prendre pour plan de la nouvelle ville le plan orthogonal. C'est la ville en damier, c'est la ville en échiquier. Il va construire une ville volontaire. La logique va ordonner les rues. Cette ville ne va rien emprunter au passé historique et elle ne va rien emprunter au présent naturel. Normalement, quand on construit une ville, on la construit en constante négociation avec le passé historique, parce qu'il y a des lieux sacrés, il y a des maisons qu'on essaie de conserver, il y a de vieilles rues, de vieilles ruelles qu'on ne veut pas transformer. Et puis, normalement, quand on construit une ville, on la construit en perpétuelle négociation avec la nature. C'est-à-dire que la nature, parfois, elle résiste. Il y a des pierres, il y a un vent qui souffle trop fort à un endroit pour qu'on puisse y construire une maison. Il y a en effet parfois des crues qui fait qu'il ne faut pas bâtir là. Bon, bref, une ville, ça n'est pas généralement le résultat de la pure volonté de l'architecte. Il a une volonté, mais cette volonté, elle rencontre dans l'histoire et dans la nature des résistances, n'est-ce pas ?
Or, la ville utopique, c'est une ville qui dit non au passé historique, c'est une ville qui dit non au présent naturel. Et en effet, il va construire, comme l'a dit Aristote dans la Politique, il va construire la ville en damier, la ville en échiquier. Hippodamus, fils d'Euryphon, citoyen de Millet, celui qui inventa le tracé géométrique des villes. Le plan en damier était connu avant Hippodamos, avant le Milésien, mais on ne l'appliquait qu'aux monuments sacrés. Parce que les dieux, c'est normal qu'ils soient bien organisés parce qu'ils sont supérieurs à nous. Mais nous autres, qui ne sommes que des hommes, eh bien, non, nous ne pouvons pas avoir de ce genre de ville géométrique. Hippodamos va soumettre à la loi géométrique le dessin même de la ville. Les rues, les places, les habitations, les citoyens. La ligne droite, les angles, au lieu de participer à une symbolique religieuse, eh bien, vont imposer la rationalité au territoire humain. L'angle, le système. C'est la ville résultat de l'organisation, c'est la ville organisation et non pas la ville organisme. Et dans cette ville utopique, qui est le modèle de toutes les villes utopiques que vous aurez après, que vous pensiez à Thomas More, que vous pensiez à Campanella, que vous pensiez enfin à tous les utopistes qui viendront après, et à ce que nous disent des utopistes Huxley et compagnie, c'est toujours la soumission de l'homme à la géométrie. Or, là, on a affaire à une ville qui, à mon avis, est inhumaine. C'est une ville qui, en un sens, annonce le panopticon, si vous voulez, tant critiqué par Foucault. C'est un lieu où tous les hommes ont les mêmes maisons, toutes les rues sont identiques. Et je crois profondément qu'il y a dans les villes utopiques toujours une manière de soumettre la singularité humaine, de sacrifier la singularité humaine sur l'autel de l'harmonie. Et là, on a affaire à une ville complètement différente, si vous voulez, à une ville technocratique, en un sens, qui n'a rien à voir avec ce qu'étaient les villes d'avant. Parce que les villes d'avant, les villes grecques, sont des villes beaucoup plus courbes, beaucoup moins bien organisées. L'idée qu'on se fait des villes grecques nous égare. Souvent, elles sont réduites par les siècles à leurs squelettes, et parce que ces squelettes sont blancs, purs, nobles, eh bien, on pense que les cités hellénistiques sont le résultat, enfin, sont dues à des architectes calculateurs. Rien de moins exact. L'exhumation de la ville d'On, par exemple, confirme cela. Les rues se faufilent dans les nécessités du lieu. La cité épouse le paysage au point d'en paraître l'efflorescence. La ligne droite est pratiquement inconnue. Et lorsque, par exemple, Mycéaque va visiter Athènes, il est très déçu par la ville. Les rues sont étroites, les maisons sont bigarrées, il n'y a pas d'ordre. Toute la ville est bâtie de guingois. Son architecture est toute involontaire. Elle se range aux lois de l'habitude. Les rues ne sont pas pavées. Les venelles ont un tracé embrouillé, si étroite qu'un homme ne peut y passer en même temps avec son âne. Le modèle des villes classiques, c'est un lacis indéchiffrable. C'est la prolifération de la forêt. Autrement dit, les premières villes des hommes sont féminines plutôt que masculines. Si j'ose opposer la courbe comme symbole de la féminité, à la droiture comme symbole de la masculinité. Et précisément, les modèles des premières villes, c'est quoi? C'est les volutes d'escargots, c'est les entrelacs des canaux sanguins, c'est les dentelles des formations de corail, c'est les mailles des réseaux nerveux. Les premières villes sont en effet féminines plutôt que masculines. Et même si l'idée que Barofen, en 1861, nous a proposé, qui disait que les premières civilisations humaines étaient matriarcales, est une idée qui a été grande partie un peu rejetée. Quand même, quand vous regardez les premières villes, vous avez envie de donner raison à Barofen. Pourquoi? Parce que les premiers établissements humains trahissent une influence féminine. C'est la souveraineté de la forme ronde, la jarre, le four, le plan des hameaux obéit aux emblèmes féminins. Et comme il fut dit tout à l'heure, dans beaucoup de langues classiques, le mot qui désigne la maison et le mot qui désigne la femme sont identiques. La première demeure, c'est un nid, un sein, une vulve. Les rues dessinent le blason du corps féminin. Et quand un homme est perdu dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve la position du fœtus. Il retrouve précisément quelque chose de l'ordre de l'intra-utérin.
Hippodamos, comme tous les utopistes, avec ses lignes droites, ses cercles, leurs rayons, ses angles, eh bien, veut homogénéiser nos habitats. Eh bien, je crois qu'il nous fait des maisons plutôt et des habitats plutôt inhumains qu'humains. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'homme, alors certes, grâce à la technique, grâce à l'intelligence, grâce à la parole surtout, grâce au verbe, va façonner le monde. Le monde ne nous est pas très accueillant, mais nous allons le soumettre à notre volonté par la technique et par la langue. Car comme il fut dit plus haut lors d'une question, eh bien, notre première manière de faire nôtre un territoire qui ne nous est pas très accueillant, eh bien, c'est de le nommer. Rappelez-vous que lorsque Yahvé confie sa création à Adam, eh bien, il laisse Adam nommer les choses. Et nommer les choses, c'est sortir de l'innommable, c'est en un sens s'approprier le mot. C'est-à-dire, c'est pas, comme disait mon enfant, c'est quoi ça papa ? C'est une rose. C'est quoi ça papa ? C'est la terre. C'est quoi ça papa ? C'est un arbre. Non, c'est Adam qui nomme les choses, et nommer les choses, c'est en un sens se les approprier. La langue est notre première manière, précisément, de nous rendre maîtres et possesseurs du monde. Et c'est grâce à la langue que, précisément, nous nous ouvrons au monde, que nous possédons le monde, que nous le transformons en notre territoire. Vous voyez ? Alors, nommer les choses, c'est évidemment fondamental. Et grâce à la technique, grâce à la langue, nous allons nous approprier la terre, au point que nous allons, en un sens, nous en juger les propriétaires. Les propriétaires. Au point que, alors que Descartes ne voulait pas que l'homme fût maître et possesseur de la nature, mais seulement comme maître et possesseur de la nature, car ce comme est très important, ça veut dire que le vrai maître, le vrai possesseur de la nature, c'est Dieu. Eh bien, la plupart des journalistes incultes, j'ai envie de dire pléonasme, mais c'est un peu facile, lorsqu'ils citent Descartes, font sauter le comme et font dire à Descartes que l'homme, c'est l'animal qui est devenu maître et possesseur de la nature. Devenir maître et possesseur de la nature, c'est transformer la nature en un monde. En un monde. Le monde, c'est ce qui s'ouvre à moi grâce à la technique et grâce au langage. Et à propos du langage, il faut rappeler le mot de Heidegger qui disait que c'est grâce au logos que l'homme prend possession de la terre et la transforme en monde. Précisément, Heidegger dit quelque part, si nous avions des organes d'essence par centaines, pardon, je me suis trompé, Fiat deuxième, si nous avions des sens par centaines, alors que nous n'en avons que 5, si nous avions des organes d'essence par milliers, alors que nous n'en avions pas tant que ça, nous avons 2 yeux et non pas... Bon. Mais si nous n'avions pas le logos, c'est à la fois le raison et le langage et la raison, eh bien, les temps nous resteraient fermés, le monde nous resterait fermé. Autrement dit, si quelques fées venaient vous voir en disant, ou si Épiméthée venait vous revoir en vous disant, au fait, je peux vous donner beaucoup plus de sens que vous n'en avez, beaucoup plus d'organes d'essence que vous n'en avez, ça serait génial, vous auriez des yeux derrière la tête, vous pourriez voir les gens qui disent du mal de vous, enfin, vous auriez des oreilles qui vous permettent... Mais en échange, vous me rendez le logos, surtout vous refusez, hein. Ah non, ce serait un marché de dupes. C'est grâce au logos, grâce à la langue, que nous nous attribuons le monde. Et précisément que nous nous attribuons la terre et nous la transformons en monde. Oui, mais Heidegger est le philosophe qui dit que l'homme n'habite pas qu'un monde. Il habite aussi la terre. Et la distinction que faisait Heidegger, notamment dans l'origine de l'œuvre d'art, mais dans d'autres livres, certes difficiles, mais quand même importants, la distinction que faisait Heidegger entre le monde et la terre est inoubliable. Parce que le monde, c'est ce qui s'ouvre à moi. La terre, au contraire, c'est ce qui restera toujours opaque à moi. Heidegger le dit de bien des manières, vous voyez, mais la terre, précisément, ce n'est pas qu'une masse matérielle déposée en couches, ce n'est pas non plus, comme le disent les astronomes, une planète, non. La terre, c'est précisément... le sein, le lieu qui m'héberge, le lieu impénétrable, le lieu fermé. Le monde, c'est le lieu ouvert, la terre, c'est le lieu fermé. La terre, c'est ce qui se reprend en son sein, c'est ce qui est là pour rien. Sur la terre et en elle, l'homme fonde un monde grâce à la technique et grâce au langage,
il n'empêche qu'il continue quand même à habiter une terre. Et alors je crois en effet que si l'homme était uniquement un être de technique et un être de langage, à la limite, il pourrait être chez lui partout. Mais ce n'est pas vrai. L'homme n'est pas fait pour habiter ces cités de cristal que sont les cités utopiques. Il nous arrive parfois de rêver à des lieux impeccables, transparents, à des cités de cristal, où précisément il y aurait harmonie, où chaque homme aurait sa place, où il n'y aurait pas d'errants, de dérangés, de sans domicile fixe. Mais je crois que dès qu'on y habiterait quelques jours, au bout de quelques jours, on aurait envie de faire le mur. Et on aurait envie de retrouver des lieux secrets. On aurait envie de retrouver finalement les maisons dans lesquelles nous avons commencé nos vies et au fond des territoires qui sont un peu à nous. La garde-robe de l'utopie est infinie. On y trouve des uniformes de science-fiction métalliques, on y trouve des bonnets de coton des vieilles dames qui fabriquent du bon vieux temps, on y trouve des costumes au col Mao. La garde-robe de l'utopie est infinie, mais cette bigarrure, cette infini est un mensonge. L'utopie n'aime que les uniformes. N'aime que les uniformes. Eh bien, l'homme n'est pas fait pour porter un uniforme, mais un vêtement. L'homme n'est pas fait pour habiter dans un dortoir, mais dans une chambre. L'homme n'est pas fait pour habiter un logement, mais pour habiter une maison. Et je dis 2-3 mots là-dessus. La maison n'est pas qu'un logement. La chambre n'est pas qu'un dortoir. Et le vêtement n'est pas qu'un uniforme. Alors rappelez-vous les admirables formules de Gaston Bachelard dans Poétique de l'espace, au sujet de la maison, où il nous dit précisément que la maison n'est pas qu'un logement. Ce n'est pas que le lieu où je loge mon corps, simplement pour éviter les intempéries ou pour des raisons immédiates de pudeur. Non, ma maison, c'est mon coin du monde, c'est le lieu où je protège ma rêverie, entre le ciel dont je viens peut-être et la terre où je vais sûrement. Et nous nous souvenons tous de ces maisons d'enfance, vous voyez, de ces maisons d'enfance qui parfois, ces cagibis un peu mystérieux qui sentaient parfois la moisissure, ces odeurs de crêpes dans la maison des grands-mères. Ce qui différencie la maison et le logement, c'est que la maison est hétérogène, alors que le logement est homogène. La maison est hétérogène, pourquoi ? Parce que la cave et le grenier, ce n'est pas la même chose que la pièce de réception, qui n'est pas la même chose que l'arrière-cuisine. La chambre des parents, c'est un lieu mystérieux, c'est un lieu où on entend des bruits, c'est un lieu qui est tout, vous voyez, qui n'est pas homogène. Et précisément, dans les villes utopiques, il n'y a pas de cave et il n'y a pas de grenier. Pourquoi ? Parce que les caves et les greniers, c'est les lieux où l'on cache. C'est les lieux où précisément on cache le juif poursuivi par les nazis. C'est les lieux où on cache précisément le dissident poursuivi par le KGB. Et ces lieux-là sont les lieux où on met des choses. Alors il y a une différence entre le grenier et la cave. Le grenier, c'est ce qui vient du passé, les réserves du passé. Alors que la cave, c'est les réserves pour l'avenir. C'est le charbon, c'est le vin, c'est les pommes de terre, etc. Eh bien, je crois que l'homme est fait pour habiter une maison et non pas un logement. Et de même, l'homme est fait pour vivre dans une chambre et non pas dans un dortoir. J'ai longtemps été interne et je savais bien que l'homme n'est pas fait pour habiter un dortoir. Le dortoir, c'est tous pareil, c'est parfaitement organisé du point de vue des technocrates et de l'organisation. Ah, c'est absolument parfait. Simplement, non. La chambre n'est pas qu'un dortoir. La chambre, c'est le lieu où l'on protège son secret, le secret de la rêverie et le secret de l'amour. Et même si nous devions précisément tous nous coucher à la même heure, tous nous lever à la même heure, même si nous devions dormir les bras au-dessus des draps de lit pour éviter le trouble avec la main, eh bien, nous inventions, jeunes internes, un moyen de transformer le dortoir en chambre. C'était précisément Eros et Hypnos. Et la masturbation solitaire de jeune interne lui permettait d'inventer un lieu qui soit vraiment à lui, voyez. Et puis le rêve, chaque homme a son rêve. De même, le vêtement n'est pas qu'un uniforme, et nous ne nous habillons pas que pour des raisons évidentes de pudeur. Nous nous habillons. L'homme n'est pas fait pour porter un uniforme. Oh, il y a des lieux où il faut porter un uniforme. Je crois que le soldat, il est important qu'il porte un uniforme, parce que précisément, s'il tue, c'est pas en tant que Pierre Dupont, mais en tant qu'organe de la nation, vous voyez. Mais je crois que l'homme n'est pas fait pour porter un uniforme. Rappelez-vous ce très beau texte de Diderot, « Regret sur ma vieille robe de chambre ». J'avais une vieille robe de chambre.
Elle était faite à moi comme j'étais fait à elle. Elle épousait les plis de mon corps. Elle signalait l'écrivain car elle était maculée d'encre. Si quelques brandons de feu sautaient de la cheminée, je l'en repoussais. Et qu'importe les petites traces qu'il y laissait. Alors il se trouve que sa femme lui dit c'est plus possible de porter cette vieille robe de chambre. Et à un certain moment, il cède à l'acrimonie matrimoniale. Et du coup, on lui met une impeccable, utopique, parfaite robe de chambre. Tu vas être bien, ça va être organisé rationnellement. Et c'est une catastrophe. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre, je suis l'esclave humble de la nouvelle. Elle m'engonce, elle me mannequine, je n'ose bouger, etc., etc. Eh bien, résistons à l'utopie qui voudrait qu'on puisse organiser le territoire de manière à donner à chaque homme une place. La place, nous la trouvons précisément dans des lieux clairs-obscurs. Et l'homme n'est ni fait pour vivre en toute obscurité. Parce que quand on est caché dans les lieux, vous voyez, la maison, la famille, la nation, eh bien, on a envie de respirer. L'homme n'est ni fait pour vivre dans des lieux fermés qui seraient jalousement possédés comme la maison familiale dont on ferme les portes, la nation, ce territoire est à moi et pas à toi, éventuellement la communauté. Bon. Mais en même temps, il faut ouvrir, il faut partir, il faut voyager. Je vais faire pour finir l'éloge du voyage et du frisson des frontières. Mais en même temps, l'homme n'est donc un homme qui serait dans l'obscurité d'un territoire fermé, c'est un homme dont les poumons allaiteraient dans l'air confiné, vous voyez, du territoire fermé. Et donc il nous faut de la lumière, du voyage, mais l'homme n'est pas fait non plus pour vivre en toute lumière. Et si on vit en toute lumière, comme dans le panopticon, eh bien, comme dans les villes utopiques, on a envie de retrouver des lieux secrets, des lieux féminins, des lieux où l'on puisse se cacher, voyez. Voilà pourquoi Baudelaire a raison, le vrai séjour de l'homme, c'est le clair-obscur. Un homme qui serait en toute obscurité veut de la clarté, un homme qui serait en toute clarté veut de l'obscurité. D'où vient que les tableaux de Rembrandt qui nous donnent à voir le clair-obscur nous touchent tant, au point qu'on a envie de vivre dans ces lieux-là? C'est parce que le vrai territoire de l'homme, c'est le clair-obscur. Alors je crois au fond que on peut être à la fois pour le cosmopolitisme et en même temps attaché à des territoires singuliers. Vous voyez, je dirais pour terminer que, à mon avis, l'auteur dont nous avons besoin pour penser le territoire, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, dans Idée de l'humanité au point de vue cosmopolitique, nous tient à un certain moment un discours qu'on a envie de dire utopique. Il nous dit quoi? Il nous dit que depuis saint Paul au moins, bon, à mon avis, depuis la Genèse, plus encore, on sait qu'il n'y a qu'une seule humanité. Vous voyez? Bon, il n'y a qu'une seule humanité. Depuis la découverte juive de l'unité du genre humain, et au-delà depuis saint Paul qui dit il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves et de barbares, nous sommes tous un dans la maison du Père. Depuis Kant, plus précisément, alors Kant, ce n'est pas Dieu qui fait l'unité du genre humain, c'est la raison qui fait l'unité du genre humain, on sait qu'il n'y a qu'une seule humanité. Et voilà pourquoi Kant dit, étant donné qu'il n'y a qu'une seule humanité, il devrait n'y avoir qu'un seul État. Les hommes devraient vivre dans une res publica generi humani, dans une république du genre humain. Nous devrions donc être tous cosmopolites ou cosmopolitiques, c'est-à-dire que notre vraie police, notre vraie cité, ça devrait être le cosmos, ça devrait être l'univers. Et en effet, dans ses opuscules de philosophie politique, Kant dit à certains moments qu'aucun homme n'a le droit de s'attribuer la terre. Tous les hommes ont reçu en partage fraternel la commune possession de la surface de la terre. S'approprier la dite surface et en refusant l'accès à un autre n'est donc pas permis. Oui, mais à cet apparent appel à l'hospitalité inconditionnelle, mais cet appel apparent à l'hospitalité inconditionnelle, Kant devait le modérer et de deux manières. D'abord en affirmant que si la terre est à tout le monde, en revanche, ce que les hommes élèvent, édifient, érigent sur la surface de la terre, c'est-à-dire les habitats, les cultures, les constitutions, les États, les maisons, ne saurait en revanche être inconditionnellement accessible à tout arrivant. Deuxièmement, cet apparent appel à l'hospitalité inconditionnelle, Kant va le modérer, le limiter, en faisant une distinction entre le droit de visite et le droit de résidence. Manière pour notre auteur de suggérer qu'être cosmopolite en appelait à la constitution d'une espèce de cosmopolis, bref, le refus du territoire fermé, ce n'est nullement pour Kant en appeler à la destruction de toutes les frontières. Pourquoi? Parce que, qu'on le regrette ou non, le sentiment d'appartenance, il fait partie de l'humanité de l'homme. Le sentiment d'appartenance à une maison,
à une famille, à une nation, à une culture, fait partie de l'humanité de l'homme. Que pareil sentiment soit souvent fondé sur quelque chose de fantasmatique. C'est par exemple la reconstitution a posteriori de la pureté d'une lignée. Vous voyez, dans ma famille, on est un peu italien, un peu macho, et on croit avoir créé quelque chose comme une espèce de mafiate, hein, qui fait que, bon, voilà, il y a une lignée comme ça. En fait, c'est évidemment à chaque fois quand la France éternelle, la terre éternelle, la famille éternelle, tout ça, c'est de la reconstitution, c'est du fantasme. Il n'empêche, qu'on le regrette ou non, le sentiment d'appartenance à une nation, à une famille, à une culture, à une maison fait partie de l'humanité de l'homme. Que pareil sentiment soit fondé souvent sur quelque chose de fantasmatique est vrai. Que le sentiment d'appartenance à l'humanité doive toujours prendre le pas sur le sentiment d'appartenance nationale ne l'est pas moins. Mais que nation, famille, culture, maison, territoire soient simplement à sacrifier sur l'autel de la cosmopolis ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que mépriser le sentiment d'appartenance nationale, c'est risquer de le voir ressurgir sous forme de nationalisme. Autrement dit, le communautarisme est fils de l'universalisme. C'est-à-dire que la mondialisation qui fait que tout est à tout le monde et qu'il n'y a plus de frontières, elle crée cette chose qui est terrible, qui est le familialisme, etc., etc. Et donc, il faut trouver une juste mesure aristotélicienne entre les deux. Mépriser le sentiment d'appartenance nationale, c'est risquer de le voir ressurgir sous forme de nationalisme. Mépriser le sentiment d'appartenance familiale, c'est risquer de le voir ressurgir sous forme de tribalisme. Mépriser le sentiment d'appartenance culturelle, c'est risquer de le voir ressurgir sous forme de culturalisme. Voilà pourquoi il me semble que l'homme a besoin de maisons, de territoires, de familles, de nations, à condition qu'elles ne soient pas fermées, à condition qu'elles soient ouvertes. Il ne faut pas faire disparaître toutes les frontières, il faut voyager, mais justement, il faut qu'il y ait des frontières pour que les voyages soient plaisants. Car franchir une frontière véritable, c'est éprouver ce que j'appelle le frisson des frontières. Le frisson des frontières, c'est le frisson qu'a éprouvé par exemple Vladimir Horowitz quand il a quitté la Russie. En arrivant à la frontière, j'étais nerveux et livide. Je pensais qu'il m'arrêterait avec cet argent caché dans mes chaussures. Quand un soldat examinait mon passeport, je me suis mis à trembler. Il m'a dévisagé un long moment. Un moment, je ne sais plus si j'avais encore un cœur. Le soldat m'a regardé dans les yeux et m'a dit « N'oubliez jamais votre patrie ». C'était touchant. Le frisson dont je fais l'éloge n'est pas le frisson de la peur, mais le frisson de la découverte. Ce n'est pas le frisson de celui qui dit « Oh là là, je passe alors que je n'ai pas les bons papiers » ou alors je cache de la schnouf dans mes chaussures. Non, c'est le frisson de celui qui se dit « Le monde n'est pas homogène, voyez, il faut voyager pour découvrir la différence. » Et je terminerai par une référence à deux traditions qui nous parlent d'hospitalité, magnifiquement toutes les deux, la tradition juive et la tradition grecque. Dans la tradition juive, vous savez qu'il y a une invitation à l'hospitalité. Étant donné que tout homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons accueillir tout homme comme notre prochain, comme notre frère, hein. Malheureusement, les Juifs n'ont pas toujours fait ça, puisqu'un jour, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il tomba au milieu de brigands, qui, après l'avoir dépouillé, le ruèrent de coups et le laissèrent à demi-mort. Un prêtre juif vient à passer par là, le vit et le laissa là. Pareillement, un lévite, c'est un autre juif, passa outre. Mais un samaritain, c'est-à-dire un non-juif, qui était en voyage, le prit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, les arrosa d'huile et de vin, puis le prit sur sa monture et le conduisit à l'autel où il prit soin de lui. C'est là la réponse que Jésus donne à la question « Qui est mon prochain ?» Tout homme est mon prochain. Et alors, le christianisme vous fait l'éloge de l'hospitalité inconditionnelle. Il faut accueillir tout homme chez soi. Oui, mais bien vite, les chrétiens vont fermer encore les choses. Et quand on dit « ma paroisse », comme on dirait « mon rôti » alors qu'on l'a fait brûler, quand on dit « ma maison », « ma nation », « mon église », quand on dit « mon train » alors qu'on l'a manqué, eh bien de nouveau on ferme. Et on ne se montre pas à la hauteur de l'injonction juive chrétienne à une hospitalité universelle. Simplement, il y a une petite limite dans le christianisme, car que dit le christianisme à propos de l'hospitalité ? Il faut accueillir tout homme chez soi. Mais attention, pas plus de 3 jours. Car comme le dit un proverbe allemand, il en est de l'hôte comme du poisson. Au bout de 3 jours, il commence à sentir mauvais. Et en effet, les 2 premiers jours où vous accueillez quelqu'un chez vous, c'est magnifique, c'est extraordinaire, ça relance le lieu. On ne s'engueule plus puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui nous permet de... Bon, vous savez, là peut-être qu'au moment de Noël, vous avez décidé que vous partiriez 1 semaine, 15 jours dans une maison de location avec des amis. Les 2 premiers jours, ça va être génial. 3e jour, ça va commencer à se gâter. C'est là que l'hospès va se transformer en hostis.
car la langue grecque a raison de dire qu'il y a un rapport entre ospes, qui veut dire l'hôte, et hostis, qui veut dire l'ennemi. Car au bout de 3 jours, on est agacé par le fait que nous, on est déjà levé à 8 heures, puis les autres pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On déjeune ou pas? On les attend ou pas? Et puis elle est pénible parce qu'elle ne rebouche jamais le dentifrice, et puis parce qu'elle laisse... Et au bout d'un certain moment, vous voyez, on commence à s'agacer. Bon. Et donc, à cet appel chrétien aux Juifs à une hospitalité inconditionnelle, les Juifs et les chrétiens ont toujours apporté quelque chose comme une sorte de limite. Il faut à un certain moment que celui qu'on a accueilli, pour ne pas qu'il devienne un ennemi, obéissent aux lois du lieu, obéissent au maître de séant. Même chose dans la tradition grecque. Vous savez que la tradition grecque, en un sens, c'est... Bon, alors il n'y a pas une seule humanité, il y a plusieurs humanités, ce sont des barbares. Mais quand même, l'hospitalité est un devoir sacré, et il faut accueillir tout voyageur inconnu comme s'il était envoyé par Zeus l'hospitalier. Rituel d'hospitalité qu'on voit dans l'Odyssée. Et au fond, il faut accueillir l'homme même qui n'a ni nom ni renom. Parce que les bourgeois, par exemple, ne sont pas très hospitaliers. Ils n'accueillent que les gens qui les ont accueillis. C'est qui? Ah, très bien, alors entrez, voyez. Et alors, un véritable hospitalier, c'est quelqu'un... Le critère de l'hospitalité, ça consiste à accueillir quelqu'un qui n'a pas été invité et qui ne vous invitera jamais. C'est accueillir quelqu'un qui vous dérange. Et le déranger dérange le fou, par exemple, dans l'hospitalité. Le véritable critère d'hospitalité consiste à accueillir celui qui fait effraction chez vous, qui n'a ni nom ni renom, qui n'a aucun titre pour être accueilli chez vous. Et alors, c'est ce que disait précisément la tradition d'Homère, tout homme qui vient, avant même de lui demander son nom, c'est déjà ne pas être hospitalier que lui demander son nom. Hein. C'est déjà manquer d'hospitalité que de lui demander son nom. Avant même de lui demander son nom, eh bien, on doit l'accueillir. On doit lui offrir un bain, des vêtements propres, un repas de bienvenue. Seulement après, on lui demande son nom et les raisons de son voyage. On l'invite à rester 3 jours. À son départ, on lui donne des cadeaux d'hospitalité. Et alors, la Grèce, elle nous parle beaucoup, vous savez, de ces errants qui n'ont pas été accueillis. Rappelez-vous, je termine vraiment par ça, vous voyez, quand on est un peu bavard, on dit plusieurs fois, comme mon collègue qui précède, je termine. Et je fais exactement comme lui, mais je vais vraiment m'arrêter bientôt. Ulysse, 2 personnages qui nous parlent d'hospitalité et de territoire. Ces 2 personnages, sans foi ni loi, expatriés, aïmatlos, que sont Ulysse et que sont Oedipe. Rappelez-vous ces vers bouleversants où Homère, qui pourtant nous a dit qu'un homme qui n'avait pas de foyer n'était pas un homme, hein. Homère dit à un certain moment, Aristote reprend Homère au début de la politique en disant « L'homme est par nature un animal politique, si bien que la cité fait partie de la nature de l'homme. Et un homme sans cité, sans territoire, est soit un être dégradé, soit un être surhumain, c'est-à-dire soit une bête, soit un dieu. Il est celui qu'Homère injurie en ces termes, sans foi, sans loi, sans foyer, sans territoire. » Mais Homère ne fait pas qu'injurier celui qui n'a pas trouvé sa place sur terre. Et il nous émeut aux larmes quand il nous montre ce qui se passe quand, vous savez, Ulysse rentre à Ithaque. Enfin, il va revenir à Ithaque, où l'attend Pénélope, mais au dernier moment, vous savez qu'Athéna, qui est un peu jalouse de la bourgeoise de Ulysse, eh bien, le transforme. Elle flétrit sa belle peau sur son corps souple, elle fait tomber de son chef ses cheveux blonds, elle pose sur son corps la peau d'un homme très âgé, elle éraille ses yeux si beaux jadis, elle lui met d'autres habits de vieux haillons crasseux, locteux, tachés de fumée, elle jette dessus une ample peau de cerf râpée, elle lui donne un bâton, une affreuse besace toute trouée, la bretelle n'était qu'une corde. Et du coup, quand il vient, on lui demande « C'est qui ?» Il dit « Je suis Ulysse, votre roi. » Tout le monde le chasse. Le seul personnage qui l'accueille, c'est qui? C'est son chien. Argos, qui le recueillit. Et qu'en effet, Argos le reconnaît tout de suite. Le misérable Argos, le maître, le chien de l'ancien maître, gisait là sans soin, le maître absent, sur du fumier de bœuf et de mulet qu'on entassait devant la porte. C'est là qu'Argos était couché, couvert de tiques. Et le seul être vivant qui s'est montré un peu d'hospitalité, qui s'est donné un territoire à celui qui est sans territoire, expatrié, extériorisé, etc., c'est le chien. Et pensons un peu à ces SDF qui ont besoin de chiens avec eux. Et puis, il y a un autre personnage qui est sans territoire, qui est complètement perdu. Et là, ce n'est pas Homère, c'est Sophocle qui nous bouleverse. C'est le vieil Oedipe, vous savez.
c'est pas Oedipe roi, c'est Oedipe à colonne, qui erre à la surface de la terre sans pouvoir trouver de lieu à soi, parce qu'il a commis les deux plus graves crimes qu'on puisse commettre pour les Grecs, l'inceste et le parricide. Pour nous, les deux plus graves crimes, c'est l'inceste et l'infanticide. Hein. Avant l'époque, c'était l'inceste et le parricide. Et Sophocle nous touche au plus profond en peignant de Oedipe à colonne le parricide, l'incestueux, sous les traits d'un vieillard aveugle, sans foi ni loi, cherchant à tâtons sa dernière demeure et ne la trouvant pas au bras d'Antigone. Alors, la dernière demeure, c'est la dernière terre, c'est précisément le repos dans la paix du tombeau, mais parfois nous n'avons même pas cela. Alors voilà ce dont nous parlent les deux traditions juives d'une part, grecques de l'autre, hein, c'est-à-dire d'une hospitalité qui est un devoir, mais qui en même temps doit être limitée en quelque chose, car si vous laissez... Le secret de l'hospitalité, il est contenu dans la langue française. C'est que en langue française, le mot hôte désigne à la fois l'accueillant et l'accueilli. Alors qu'en anglais, c'est pas pareil. Il y a host et guest. Guest, c'est l'invité, l'accueilli. Host, c'est l'accueillant. Or, en français, c'est le même mot qui désigne. Et le secret de l'hospitalité, ça consiste à comprendre que cette terre n'est pas à moi, mais qu'elle m'a été simplement confiée par Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit au peuple d'Israël, cette terre ne vous a pas été promise, ou plutôt je vous l'ai promis, mais attention, elle est simplement prêtée. Vous avez été étranger en Égypte, respectez l'étranger sur votre terre. Cette maison n'est pas à moi, elle m'a accueilli pour que je puisse accueillir quelque chose. Et Yehudi Menuhin me semble avoir tout dit à la fin de sa vie sur le sujet qui est le nôtre. On l'interroge sur son violon, le prince Clevenuller, l'un des plus beaux Stradivarius qu'ait fait ce luthier de génie. Et à un certain moment, il dit, vous savez, ce n'est pas mon violon. Parce que parfois, il y a des violonistes qui disent, c'est mon violon, qui le prête à personne. Comme dans certains services, on dit, c'est mon service, c'est mon hôpital, c'est mes malades, c'est mon territoire, c'est ma terre. Non, il dit, ce n'est pas mon violon, je suis son violoniste. C'est magnifique, ça. Ça veut dire que ce violon, il a existé avant moi, il a été joué par d'autres violonistes après moi. Je dois essayer d'en jouer le mieux que je peux et il sera joué par d'autres. Et quand Menuhin a vraiment trop tremblé et a perdu un peu l'ouïe, eh ben ce violon, il l'a transmis à d'autres violonistes. Et méfions-nous de cette volonté de nous attribuer le territoire. Alors, bien sûr, nous avons besoin de territoire parce que nous n'avons pas reçu d'Épiméthée une place dans le monde, nous la cherchons. Quand nous la trouvons, nous avons tendance à nous l'attribuer jalousement. Non, ne soyons pas jaloux. Cette terre nous a été prêtée, ouvrons-la à l'autre et ne disons pas ma nation, mon territoire, ma famille, ma femme, mon mari, mon violon, mon service, comme nous disons mon rôti ou mon chapeau. Non, il faut des frontières pour les ouvrir et pour qu'en les traversant, on éprouve le frisson qui permette de rencontrer la différence. Merci de votre attention.